Donc un café littéraire sur un thème un peu particulier, puisqu'il s'agit du foot comme événement narratif. Et donc j'ai à côté de moi Nono, illustrateur bien connu, Albert Giovanelli, et puis Mamadou, que je pense que tout le monde connaît bien sûr. Alors je vais commencer pour lancer la discussion par vous montrer à chacun une question. Et comme à la télévision, vous aurez 3-5 minutes pour y répondre. Et puis après, on aura plutôt des questions plus collectives où chacun pourra intervenir comme il veut. Alors, on va commencer par Mamadou, parce que c'est l'étranger, donc moi l'étranger. Il est normal qu'on lui fasse des honneurs de la première classe. Alors, Mamadou, donc tu as quitté le Mali pour la France à l'âge de 20 ans. Pour y faire des études de comptabilité. Mais finalement, c'est le foot qui va permettre ton intégration. Et je dirais même plus sur ton intégration, ta nationalisation, ta bretonnisation, ta kilbronisation. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Bonjour tout le monde. Oui, il est un fait que j'ai quitté le Mali quand j'avais 20 ans et pour venir faire des études de comptabilité en France. Et j'avais l'intention ou la prétention d'être expert comptable. Bon, et finalement ça n'a pas été le cas. Et il est un fait que ce n'était pas évident parce que la vie au Mali et la vie en Europe, c'est le jour et la nuit. Si je dis bien, c'est le jour et la nuit. Parce qu'il y a un certain déracinement qui se passe. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Au Mali, dans la rue, quand on rencontre quelqu'un, on dit bonjour. Et naturellement. Ici, en Europe, je crois que quand tu dis bonjour, on ne te répond même pas. Et ça fait mal un peu pour les Africains, je dis bien, ça fait mal, parce que on ne comprend pas très bien comment ça se fait. Le pire, je rentre dans un métro, je vois des gens qui tiennent la barre, la tête baissée, on dit bonjour, on ne répond pas bien entendu. Il y a certains qui lisent leur petit bouquin, on ne fait même pas attention à toi. Et il y a eu aussi une chose qui m'a frappé, c'est d'ailleurs assez marrant. Dans ce métro-là, il y a une dame assez âgée qui rentre dans le métro. Bon, moi j'étais assis, bien entendu, et je me lève pour lui laisser la place. Elle me dit, monsieur, je ne suis pas fatigué. Bon. Alors donc, quand tu entends ça, tu es vraiment déboussolé, quoi. C'est difficile à comprendre. Bon voilà, moi, bon, petit à petit, les choses sont rentrées dans l'ordre, effectivement. Mais le foot maintenant. Donc le foot c'était le hasard, parce que j'étais international malien, c'est-à-dire que j'ai joué dans l'équipe nationale du Mali. Et lorsque je suis arrivé en France ici, je jouais avec quelqu'un un ami d'enfance qui s'appelait Salif Keita. D'ailleurs, Salif Keita avait une histoire, parce que lui, c'est pour vous montrer la différence, c'est que lui, il est venu du Mali pour aller à Saint-Étienne. Il descend à l'aéroport d'Orly. À l'époque, Roissy n'existait pas. Il descend à l'aéroport d'Orly et il va prendre un taxi, il va demander au taxi, eh bien, il faut m'emmener à Saint-Étienne. Parce que lui, il pensait que Saint-Étienne, c'était comme Saint-Pierre-Quiberon, Lorient ou un truc comme ça. Mais il n'a pas réalisé que Paris-Saint-Étienne, à l'époque, ça coûtait 1500 francs. À l'époque. Bon. Mais ils se sont quand même rattrapés parce que c'est un grand joueur, il a apporté pas mal à Saint-Étienne. Voilà, donc c'est lui qui t'a fait rentrer. Voilà, et quant à moi maintenant, on s'est rencontrés un jour à Paris. Et puis, c'était la surprise. Alors, il me dit, ben, tu fais quoi? Ben, j'ai dit, écoute, je sors du travail et puis
Mais il me dit, mais tu joues dans quelle équipe? Ben, à l'époque, ça aussi c'était une petite histoire. Un jour, en sortant de chez moi, donc j'allais chercher du travail. Et dans la rue, il y a 3 ou 4 petits jeunes qui jouent au foot dans la rue. Et moi, en passant, la balle me vient comme ça, parce qu'ils ont loupé la balle. Et ça me vient au pied, donc je prends le ballon et je me mise avec. Et il y a un Guadeloupéen, en passant, me voit jongler le ballon. Mais il me dit, mais dis donc, tu es très habile au foot. Ben, je dis, écoute, oui. Ben, il me dit, ça t'intéresserait de jouer dans notre équipe d'entreprise? Je dis, oui, pourquoi pas. Donc, par là, j'ai été travailler à Noisy-le-Sec, dans le temps, dans une entreprise de transport. Donc, j'ai joué en ce moment-là dans cette équipe d'entreprise qui jouait le samedi après-midi. Et comme lui, il faisait partie aussi d'une équipe corporative qui se trouvait à Paris, donc il m'a fait rentrer dedans. Donc je jouais et le samedi après-midi et le dimanche matin. Et j'ai joué aussi à Sevran, qui à l'époque jouait en promotion d'honneur. Donc j'ai passé pendant 6 mois, jouer le samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi. Bon, je me plaisais bien. Voilà, donc j'ai démarré comme ça. Mais quand j'ai rencontré Salif, c'est lui qui m'a trouvé Lorient, ici. Et c'était les premières années de l'équipe professionnelle de Lorient. Et donc je suis venu faire des matchs d'essai. Et voilà, je suis parti professionnel. Voilà, au départ. Bien, alors pour le reste, pour savoir comment de Lorient, il arrive à Quiberon, il y a son livre qu'il faut lire, hein, Moi l'étranger, voilà. Très bon livre. Donc je passe à Albert. Albert, alors, ce livre, finalement, le titre est intéressant, c'est le titre d'un club, Union Sportive Montagnarde, mais il y a le sous-titre, hein, de l'aube ouvrière au grand soir. Alors, ce sous-titre, justement, laisse penser que, sous la chronique des succès d'une petite équipe de foot, il y a peut-être une sorte de métaphore d'un combat politique. Est-ce que c'est le cas? Je prends le... politique, peut-être. Combat d'une communauté ouvrière. Il y a eu en Bretagne, de 1866 à 1968, une très grande industrie sidérurgique qui s'appelait les Forges de Lyon. Il y a eu jusqu'à 3600 ouvriers là-dedans. Il y en avait encore 1500 à la fermeture. Et ceux-là n'étaient pas des ouvriers venus de loin. Ils étaient venus de la campagne bretonne. Ils s'appelaient le Gall, ils s'appelaient le Genader, ils s'appelaient le Goff, ils s'appelaient le Borne. C'était des Bretons. À part quelques... Il faudrait que... Tiens, peut-être celui-là marche pas. C'est moi qui émets de l'énergie. Hein? C'est mieux? Ouais. Et ces anciens paysans bretons sont devenus des ouvriers du fer et du feu et qui fabriquaient du métal pour alimenter notamment les conserveries bretonnes, celles d'ici, celles du Finistère. C'est pour ça que cette industrie s'y était implantée. Et il se trouve qu'en 1936, dans les prémices du Front populaire, ça se passe entre novembre 1935 et février 1936, le syndicat CGT s'est réunifié en France. Il avait été divisé depuis la scission communiste de 1921 et il se réunifie. Et quand il se réunifie, ces ouvriers-là décident tous ensemble, sans exception, d'y adhérer. Et quand ils décident d'y adhérer, la direction de l'entreprise décide de supprimer les activités de sport et de culture qu'elle avait elle-même développées dans le cadre d'un club qui s'appelait les Enfants de nos Christ et où on pratiquait la gymnastique, le football
et aussi la musique. Ils faisaient de la musique, il y avait une excellente harmonie des forges qui faisait le tour de Bretagne, qui se produisait partout lors des fêtes, et toutes ces activités-là, sportives comme musicales, étaient organisées par l'entreprise. Un cadre de l'entreprise organisait les déplacements, les répétitions des musiciens, les entraînements des footballeurs se faisaient sur le temps de travail, il y avait tout un tas de facilités. Et donc, dans le contexte que je vous expliquais, la direction des forges décide de fermer toutes ces activités, de les cesser. Alors, pour la gymnastique, ben, il n'y en a plus, ça ne s'est jamais reconstitué. La musique, ça a été assez rigolo parce que, en fait, bon, la direction de l'entreprise avait pris cette décision, mais les musiciens de l'entreprise, les cadres qui s'occupaient de cette musique, ils y étaient quand même attachés. Et quand ils se sont vus proposer par le syndicat de racheter les instruments de musique, eh ben, ils ont dit d'accord. Et ce sont donc les mêmes ouvriers qui sont devenus les musiciens de la fanfare du syndicat, avec élargissement du répertoire à l'international, à la jeune garde. Évidemment, on était dans une période où ça s'y prêtait. Et pour le football, c'était plus compliqué, parce que pour le football, il faut un terrain pour jouer au foot. Et dans la commune, il n'y avait d'autre terrain que le terrain du patronage. Il y avait un patronage catholique, mais ces gars-là n'avaient pas envie d'y aller. Et donc, il a fallu trouver un terrain. Alors, ils l'ont trouvé. Il était en pente. Il était sur la colline qui surplombe les Forges, qui s'appelle La Montagne, qui s'appelle l'US Montagnard. Et c'est donc dans ce contexte-là que ce club de foot a été créé par les forgerons. Alors, pendant des années, ça a vécu au rythme des forges. Alors, Nono a synthétisé ça. Il faut que je vous précise, Nono, pourquoi il a voulu illustrer ça, entre autres choses, c'est parce qu'il est né dans l'école d'Alsazac, où ses parents étaient instituteurs. Et sa maman a accouché dans l'école. Donc il est le seul, à ma connaissance, né natif de l'école publique d'Alsazac. Alors, il connaît notre territoire, on se connaît bien, et donc, quand je lui ai parlé de ce bouquin, il m'a dit tout de suite, attention, moi je vais illustrer ça. Alors il a fait un dessin synthétique, là, qui est dans ce bouquin, et qui dit... Le 4-2-4 étant une tactique bien connue en football, hein, à l'US Montagnard, on travaille en 3-8 et on joue en 4-2-4. Et donc, ben voilà, ça a été ça, cette histoire. Alors, on n'en parlerait pas de ce club-là, hein, les Forges d'Elbon sont disparues en 1968, si au même moment que celui de la disparition, et bien les fils de forgerons, parce que ça n'est plus les forgerons qui jouent, c'est leurs enfants, car depuis 10 ans les forges ne recrutent plus, hein, ça a duré longtemps, la fermeture des forges d'Elbon, il y a eu des batailles. Dans la Bretagne entière s'est mobilisée pour essayer d'éviter cette fermeture. Et bien au moment même où on fermait les forges, à l'été de 1968, l'US Montagnard est pour la première fois de sa petite histoire, trentenaire à l'époque, monté au plus haut niveau régional. On appelle ça la division d'honneur. Et puis ensuite, ces gars-là, qui ne souhaitaient pas, eux, partir au loin, mais qui voulaient rester, vivre, travailler au pays, car c'était une des préoccupations de la jeunesse bretonne de la fin des années 60, début des années 70, eh bien, ces jeunes-là sont restés. Et ils sont restés fidèles à leur club, bien qu'il fût toujours désargenté, il n'a jamais eu d'argent, il n'a jamais été soutenu par l'entreprise, évidemment. Et avec ça, c'est devenu un des grands clubs du foot amateur breton. Et ce club-là, qui a multiplié les exploits en Coupe de France, est très connu en Bretagne, et il a conservé des valeurs de solidarité, de fraternité, du goût de l'effort collectif, du goût du beau jeu de football, en laissant autant qu'il était possible l'argent de côté, puisqu'on en avait pas. Et depuis ce temps-là, ce petit club demeure le premier club amateur à l'ombre du FC Lorient, qui est le club professionnel. Le premier club amateur du pays de Lorient, bien sûr, mais aussi de tout l'Ouest Morbihan. Et nous avons été pendant plus de 30 ans au plus haut niveau
du foot amateur au niveau national. Donc voilà une histoire un peu politique, effectivement, même si aujourd'hui tout ça est un peu édulcoré. Juste pour compléter, compléter, c'est pour contrôler, c'est dire, c'est que la montagne, enfin, nous on appelle la montagne à l'époque, et le hasard a voulu que l'un comme l'autre, on a joué l'un contre l'autre. Attends, j'ai une question que je voulais vous poser tout à l'heure. Ah, pardon. Bon, on arrive à Nono. Alors Nono, donc, parmi tes nombreux albums, tu as illustré le livre d'Albert Giovanelli, avec en gros, enfin moi c'est comme ça que j'ai lu, deux types de dessins. Alors il y a des personnages populaires anonymes qui sont typiques, qui sont d'écriture graphique, disons, et puis il y a des caricatures. Alors en particulier j'ai relevé celle de Le Drian, qui devient Jean-Yves Le Drian. Et puis il y a aussi Giroud, hein, qui dit j'en ai rien à foutre, F2OT, hein, de la montagne. Alors la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu as une préférence pour un de ces deux modes d'expression? Est-ce que tu te sens mieux dans la chronique populaire humoristique ou bien dans la caricature, y compris politique? Alors, d'abord, moi je précise que je ne suis pas footballeur du tout. Moi j'étais basketteur et je jouais dans l'équipe de basket d'Enbon qui s'appelle le Foyer Laïque Enbontais, le FLH. Et donc voilà, j'ai fait ce bouquin là avec Albert, comme il l'a dit, parce que je suis évidemment sensible à Zinzac puisque j'y suis né. Alors pour revenir, d'ailleurs pendant que mes deux camarades là parlaient, donc j'ai fait de petits dessins par exemple sur Albert et puis et Marc qui dit il cause beaucoup pour un Corse. Qu'Albert est d'origine corse, évidemment, Giovanelli. Mais l'Omerta, il ne connaît pas, lui. Et puis j'ai fait ces petits dessins sur Mamadou, le malien de Quiberon, quand même, voilà, Quiberon, ville ouverte, n'est-ce pas? Et alors, oui, pour revenir à la question sur le dessin, sur le graphisme, c'est vrai que moi je fais beaucoup de dessins sur les Bretons et leur comportement, leur façon de parler, par exemple les bretonismes. Et j'aime bien dessiner le monde rural, le monde de la pêche aussi, enfin voilà, tout ce qui constitue la Bretagne. Et, mais faisant du dessin de presse, j'ai besoin aussi donc, de caricaturer évidemment nos acteurs politiques, culturels, sportifs, etc. Et en particulier Jean-Yves Le Drian qui est quand même une cible de choix. On ne peut pas faire de dessin de presse sans faire des caricatures et il faut que le lecteur reconnaisse tout de suite qu'il s'agit bien effectivement de Le Drian et non pas de Fillon, mais en cela les acteurs politiques en fait nous aident beaucoup parce qu'ils ont des têtes à être caricaturées. Et comme je dis souvent, si vous voulez faire de la politique, demandez-vous si vous avez une tête à être caricaturée. Bon, si c'est pas le cas, il faut faire autre chose. Mais il n'y a pas de visage lisse quoi, dans le monde politique. Et en particulier en Bretagne. Et les acteurs politiques, d'une manière générale, ne sont pas contre cette façon d'être représentés. C'est être caricaturé, c'est exister politiquement aussi. Voilà, c'est être sur, entre guillemets, le marché politique. Et tous, de droite ou de gauche, n'ont jamais, évidemment, porté plainte contre ce genre de dessin. Il y a un seul personnage politique qui va faire des problèmes, bon voilà, mais c'est un seul parmi des centaines, en particulier en Bretagne. Quoi. Et voilà, quoi, oui, la caricature, la caricature, elle se fait par l'observation. Moi j'ai toujours avec moi un petit carnet, vous voyez, que j'ai là, comme ça, et par exemple, hier soir, donc, voilà, hier soir, on dînait là ensemble, je rencontrais donc Marc et j'ai pris des notes, vous voyez, je l'ai comme ça caricaturé rapidement et ça me permet ensuite de conserver donc ces petits dessins et puis de les peaufiner, etc., etc. Mais je ne suis pas footballeur. Bien, alors maintenant, une question collective, hein, celui qui veut répondre répond. Alors, vous avez déjà répondu au début de la question, c'est-à-dire l'association, l'ascension du Stade Quibronnais, finalement, avec Mamadou,
ressemble un petit peu à celle de l'USM. Alors, avez-vous joué l'un contre l'autre? Et est-ce qu'il y a une différence de jeu entre le football africain et la pratique occidentale du football? Est-ce qu'il y a une spécificité des joueurs africains par rapport aux joueurs occidentaux? Oui, effectivement, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais tout simplement, la différence entre le football européen et le football africain, c'est que le football africain n'a pas de méthode. Le football africain est un football d'instinct, alors que le football européen est un football de méthode. Donc c'est pas la même chose. Voilà la différence, la grande différence entre le football européen et africain. Voilà. Alors, il y a une anecdote dans le livre de Mamadou que j'ai trouvé très intéressante, c'est que quand il joue en Afrique à Bamako, il jouait dans un terrain qui était planté d'arbres. Donc évidemment ça a développé leur sens du dribble. Se mettre à l'ombre, c'est parce qu'ils veulent jouer à l'ombre. Parce qu'en Bretagne, on ne cherche pas à se mettre dans les bois. Hein. On joue plus. Mais c'est ça, hein. C'est bien ça. Et c'est pour ça qu'ils ont des. J'avais pas réfléchi à la question, je ne savais pas pourquoi ils étaient bons des dribbleurs. Enfin, moi, je ne connais pas beaucoup le football africain. On a eu quelques Africains, chez nous, on en a, enfin, des gars d'origine africaine. Aujourd'hui, les jeunes sont plutôt français, mais dont les parents étaient africains. Il y en a à l'US Montagnard, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils ont ces qualités un peu particulières de dribble et ce goût du jeu offensif, la créativité individuelle. C'est vrai que nous, on discutait beaucoup quand on était jeunes, parce qu'on a fait tout ça, on est monté au plus haut niveau national, on a fait nos premiers expos en Coupe de France sans entraîneur diplômé. On n'en voulait pas, parce que d'abord on n'avait pas d'argent pour les payer, et puis on ne voyait pas pourquoi la Fédé voulait nous imposer, alors que nous étions des clubs amateurs, des entraîneurs diplômés qu'il faudrait évidemment payer, parce que les diplômes, il faut les acquérir, il faut les entretenir, etc. Et on ne voulait pas. Et malgré tout, ça a été décidé, ça nous a été imposé vu le niveau où nous jouions. Alors, on a bien été obligé de s'incliner un peu, alors on s'est incliné à moitié, c'est-à-dire qu'on a recruté des prête-noms, c'est-à-dire les gars qui avaient des diplômes, mais auxquels on ne confiait aucune fonction dans le club. Et ceux-là, il fallait bien les indemniser, et puis, c'était des joueurs, il y a Gilbert Leborn qui est dans la salle et qui est à moitié quibronnais dans les beaux jours. Eh ben, il a été co-entraîneur de l'US Montagnard comme moi-même. C'était des collectifs de joueurs qui entraînaient l'équipe. Et nous sommes montés jusqu'au 3e niveau national, au plus haut niveau possible pour des amateurs, où nous sommes restés longtemps. Et ben, nous y sommes arrivés dans cet équipage-là. Après, il a fallu changer parce que tout devenait beaucoup plus difficile en restant à ce niveau-là. Il fallait s'entraîner beaucoup plus et il a fallu s'incliner. Mais pendant longtemps, on a refusé ça. On a refusé aussi pendant 15 ans de porter de la publicité sur nos maillots. Nous portions fièrement, quand nous jouions contre Mamadou et le stade Quibronnais, nous portions fièrement la marque USM Le Christ. Et c'est seulement après avoir éliminé le SCO d'Angers, club de Ligue 1 en Coupe de France, et quand vous jouez à ce niveau-là en Coupe de France, vous êtes obligé de porter un maillot à publicité, puisque c'est la Coupe de France elle-même qui vous les fournit. Et donc, il nous a bien fallu jouer avec un maillot RTL, et c'est donc ensuite devenu banal pour tout le monde, et ça n'était plus un enjeu. Mais on est un club qui a refusé la publicité pendant longtemps, en disant bah non, il n'y a pas de raison, on n'est pas des hommes sandwich, et on ne demande pas d'argent pour jouer. Voilà. Bon, une petite question pour Dodo encore, parce qu'il a l'air de nous écouter, mais en fait il dessine. Donc une question un petit peu... Oui, juste pour te rappeler notre existence. Alors
je sais que cette question va t'agacer, Zacharia. Est-ce que tu te considères comme un dessinateur engagé? Par exemple, alors tu as illustré un recueil d'historiettes en gallo, en français et en breton, qui s'appelle Crampouès Saucisse. Alors est-ce que c'est simplement l'humour qui t'a intéressé dans ce recueil ou est-ce une manière quand même de défendre le pluralisme des langues en Bretagne? Alors, engagé, de toute façon, dès qu'on fait un dessin, on est engagé d'une certaine manière, bon, qui peut être plus ou moins forte. Quand je fais un dessin pour le Télégramme chaque jour, bon, je le signe, je suis responsable et c'est une manière de s'impliquer, de s'engager peut-être pas très fortement, d'autant que j'ai quand même pas mal de pression pour faire le dessin que je dois rendre. Il y a une censure, il ne faut pas non plus l'oublier. Bon. Mais pour revenir au dessin que j'ai fait sur la langue bretonne, sur le gallo, etc., c'est vrai que j'ai fait beaucoup de dessins sur la langue bretonne, pour la langue bretonne, même si je suis très peu bretonnant. Et j'ai commencé à faire ces dessins avec un professeur de breton de Rennes que tu as dû connaître, qui s'appelait Père Denez. Et Père Denez donc, était prof de breton à la fac à Rennes, et c'était dans les années 70, et c'est lui qui m'a demandé d'illustrer ses livres d'enseignement du breton, destinés aux lycéens, étudiants, et ça s'appelait Brezonec, Buan, Aguez, le breton vite et bien. Et c'était une manière, là, évidemment, de s'engager aussi pour cette défense de cette langue bretonne. Et je dois beaucoup à Père Denez, parce que d'abord c'est lui qui m'a fait, voilà, qui m'a lancé un peu là, dans ce travail-là, et jamais il ne m'a repris sur les dessins que j'ai faits dans son livre. Il me laissait donc une totale liberté, et c'était évidemment pour moi très important de dessiner comme je l'entendais. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, le dessin a été au service de beaucoup de combats, et on parle de foot, et je voudrais quand même évoquer que dans les années 70, il y a eu un mouvement qui s'appelait le mouvement Football Progrès, qui était né à Lamballe avec Trottel, et il y avait un journal qui s'appelait Le Contre-Pied, et dans lequel je dessinais aussi. C'était à l'époque de la Coupe du Monde en Argentine, qui avait créé beaucoup de réactions, beaucoup de remous justement dans les milieux sportifs et autres. Et donc voilà, il y avait aussi là une manière de s'engager par le crayon, par le dessin, par l'humour. Et c'est vrai qu'en Bretagne, les dessinateurs, comme les chanteurs, comme les écrivains, comme les poètes, etc., ont souvent mis leur crayon, voilà, au service de cette culture bretonne, qui était quand même beaucoup menacée, qui l'est encore. Bien, bah écoutez, on a épuisé notre demi-heure, alors je voudrais, en guise de conclusion, vous dire qu'effectivement le foot est en train d'entrer en littérature, hein, puisque un des grands auteurs des Maisons de Minuit que vous connaissez, Jean-Philippe Toussaint, vient d'écrire un roman qui s'appelle Le Foot. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des premières lignes de ce roman, si vous l'avez lu. Hein, les premières lignes, c'est ceux qui aiment le foot n'aimeront pas ce roman, et ceux qui n'aiment pas le foot n'aimeront pas ce roman. Bon, j'espère en tout cas que ce n'est pas votre cas. Et donc je vous invite à passer au stand de nos amis Albert, Mama et Nono. Voilà, merci à tous.